des discours, après l'approche générale du professeur Bilo Lumumba Bingue, qui nous a rappelé que l'Afrique est une seule et unique nation et que la culture africaine est une culture de notre identité, que cette culture fonde notre identité africaine, nous allons suivre d'autres penseurs, à savoir le professeur Grégoire Biyogo, philosophe, égyptologue, qui nous vient de Paris, qui va nous entretenir sur penser l'impensé du patrimoine culturel et spirituel africain, contribution à l'événement hyperbolique de la Renaissance africaine et sa déconstruction. N'ayez pas peur, c'est un philosophe, un très grand, et les mots constituent pour lui des concepts qu'il aide à véhiculer sa pensée. Donc je vais devoir donner la parole très rapidement au professeur Biyogo. Professeur. Il m'honore particulièrement d'être présent à ce colloquium international et dans cette terre symbolique pour nous tous d'Afrique et de la diaspora. Le Congo est pour nous le lieu, la ville, le pays de la Renaissance africaine. Et moi qui travaille sur la piste du professeur Cheikh Anta Diop, c'est très émouvant d'être pour la première fois dans ce pays parce que, comme on le sait, Cheikh Anta Diop a été accueilli dans cette université, dans ces universités. Et je voudrais aujourd'hui parler d'une chose essentielle. Nous avons dit qu'il y a la restitution, ensuite la reconstruction, la reconstitution. Je vais donc m'appesantir sur la reconstitution. Alors, je vais par la suite donner des considérations précises sur l'art africain, parce que j'ai vu Madame la ministre tout à l'heure dire de ne pas s'appesantir sur ce qui s'est passé, et elle a raison, mais il est important de souligner la violence symbolique exceptionnelle au niveau de ce rapt, de cet enlèvement, de cette expropriation. C'est quelque chose que nous recevons donc comme un événement. Et je commence ma conférence par là, la restitution comme événement. Et dans ce mot « événement », tel qu'il a été pensé, à la fois par Jacques Derrida, il y a l'idée que quelque chose d'essentiel s'est passé, mais on ne sait pas encore le nommer, on ne sait pas encore le préciser, on ne sait pas encore déterminer ces catégories. Alors, quelle est cette chose qu'on restitue? C'est ma première question. Et comment dire la restitution de cette chose? Et c'est ça que j'appelle la reconstitution. Je vais donc donner un concept qui s'appelle l'ontologie de l'art. Cet art, comment le penser? Je vais pour la première fois donner l'ontologie de l'art africain. Je vais donc donner 5 catégories pour montrer comment on peut commencer à penser ce que j'appelle l'impensé. Car ça, les objets d'art et cultuels ont été pris, mais on ne savait pas ce qui avait été pris. Et c'est la deuxième fois que ça se passe. Les esclaves ont été enlevés, mais on ne savait pas la valeur intrinsèque de ces hommes. C'est quoi ces hommes? Qui sont-ils? C'est quoi ces objets d'art? Il y a donc un impensé, c'est le fait de ne pas avoir pensé suffisamment ce qui a été enlevé. Et je vais donc
célébrer ma restitution, non pas en termes matériels, mais immatériels, en commençant à penser ce qui a été enlevé, ce qui commence à être restitué, pour que peut-être on n'ait plus de valeur et qu'on comprenne l'ampleur de ce qui s'est passé et qui continue d'avoir lieu. Je vais donc commencer tout de suite, après cette catégorie de l'événement. Ce colloque lui-même est un événement parce qu'il nous permet de mesurer la portée de ce qui a été enlevé et de ce qui nous revient. C'est en cela que c'est un événement hyperbolique, parce qu'il dit que la Renaissance africaine renaît, pour ainsi dire, donc une double naissance, et c'est pour ça que j'ai accolé l'adjectif hyperbolique. Voilà. Commençons par la première catégorie, l'impersonnalité. Nos sculpteurs, peintres, font des œuvres d'art sans les signer de leur nom. Je parle de l'art traditionnel du continent africain. Il y a là la première caractérologie. Ça veut dire, pour reconnaître cet art, il est impersonnel. Ce que nous allons découvrir, c'est qu'en dépit de cette impersonnalité, il y a une signature avec des archétypes esthétiques. Ça veut dire qu'on peut reconnaître les écoles. On sait que ça, c'est l'école de Mbigou, ça, c'est l'école de Poto-Poto. On reconnaît les écoles à cause des canons esthétiques, ce qui laisse dire que ce n'est pas tant ce qu'on a pensé et ce qu'on en a dit, que c'était un art de la non-signature. En réalité, c'est un art graphique. Il y a une essence graphique de cet art. Il y a une signature, mais ce sont les canons esthétiques qui permettent de reconnaître cet art. La première catégorie, c'est donc l'impersonnalité de cet art. C'est un art impersonnel. Mais on reconnaît les grandes écoles, on reconnaît les communautés, on reconnaît cela. Donc, finalement, l'effort qu'il fallait déployer, c'est de reconnaître les canons esthétiques pour dire que ce n'est pas un art si impersonnel qu'on l'a pensé, puisqu'il y a des canons esthétiques qui permettent la reconnaissance des auteurs de cette floraison d'œuvres d'art. C'était donc le premier élément. Je vais très vite parce qu'on a à peine 20 minutes. Deuxième élément, encore plus important que le premier, qui est l'impersonnalité. La deuxième catégorie, on l'appelle, là je fais de l'ontologie de l'art, c'est-à-dire comment l'art doit se nommer, parce qu'il a été dans le silence jusqu'ici. Or, chacun de ces objets d'art porte un nom. Il s'agit de quelque chose de très savant, de très érudit. Donc, le deuxième élément, c'est le caractère aléthéique. Aléthéique. Retenez bien cet adjectif, il est fondamental. Aléthéique, ça veut dire il donne l'impression d'être présent, mais en réalité, ces objets d'art ont une autre vie, une autre réalité, une autre présence qui n'est pas accessible aux non-initiés, qui n'est pas accessible aux marchands d'art qui achètent cela en donnant des canons économiques et financiers sans toujours connaître cette dimension aléthéique. Donc aléthéique qui se donne et se ferme à la fois. Donc ce ne sont pas des objets d'art accessibles au premier venu. Et quand ils sont dans les musées, il y a la question de la valeur, de la connaissance même de l'être de ces objets qui sont à la fois artistiques, culturels, mémoriels, archéologiques, sacrés. Et donc, il y a cette dimension sacrée qu'il faut questionner en permanence. Je prends un objet d'art. Chez les Ekans, ce sont les Fang qu'on retrouve au Cameroun,
qu'on retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale, qu'on retrouve au Congo, qu'on retrouve à Sao Tomé et Principe, les Fang. La désignation canonique, c'est Ekang. Donc, les Ekang, on les retrouve dans ces 5 pays. Il semblerait même qu'il y en ait eu quelques-uns au Congo au début. On les trouve plus au Congo, Brazzaville aujourd'hui. Voilà, nous avons un masque à 4 faces qu'on appelle Ngontan. Ngontan, la blanche, un masque à 4 faces. Alors, selon qu'une face se présente à vous, il y a un message. Il y a 4 faces, et ces 4 faces ont un langage symbolique très précis. C'est un peu comme dans le tambour, il y a une dimension de présence auditive, mais derrière, il y a un langage tambouriné, codé. On peut passer le message quand on veut parler, par exemple, au prince, au chef de l'État, qui est devant une cérémonie. On ne veut pas que tout le monde sache. On tambourine et on fait passer le message et on l'entend. C'est la même chose que ces objets d'art qui ont un langage symbolique. C'est donc le deuxième caractère aléthéique. Ça veut dire qu'ils cachent dans leur intériorité un message. Ce message n'est pas perçu tout de suite lorsqu'on les regarde. C'est donc la deuxième caractérologie. Après l'impersonnalité, il y a cette deuxième caractérologie, en l'occurrence le caractère aléthéique. Puis il y a la métaphysique de la présence. La métaphysique de la présence. On n'a pas suffisamment pensé cela également. Quand ces objets d'art sont là, ils sont présents, en réalité, il y a une philosophie des forces cosmiques. Il y a un vitalisme, ce qu'on appelle le vitalisme, c'est la philosophie selon laquelle le monde est régenté par des forces. Là, nous touchons à la métaphysique essentielle négro-africaine. Le monde est régenté par des forces. Ces forces sont à décupler sans cesse. C'est cela dans la théorie du pouvoir en Afrique. Les forces sont à multiplier. Et ce sont ces forces-là qui sont habitées par ces objets d'art. Il y a la dimension des forces. Les forces sont présentes. Donc, dans ce troisième élément de la métaphysique de la présence, il y a donc ce vitalisme-là qui nous enseigne que ces objets d'art ne sont pas seuls. Il y a une présence, et dans cette présence, il y a des forces qui vont d'un monde A à un monde B, un monde invisible. Donc, il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Donc, ça nous fait introduire la 4e recommandation, la 4e catégorie, c'est-à-dire le lointain. Le lointain. Le lointain, c'est à mes yeux, le concept le plus important de toute la philosophie qu'on peut penser en Égypte antique, comme on peut penser en Afrique, le lointain. D'ailleurs, la Renaissance africaine, la Renaissance elle-même, en égyptien ancien, nous disons « Ruhem Mesut », U-H-E-M, Ruhem, et Mesut, M-E-S-U-T, la Renaissance africaine. Donc, ces forces veulent faire renaître la relation au lointain. C'est le Dieu lui-même, Dieu, l'être suprême, le lointain, l'inaccessible. Dans l'ontologie et la théologie négro-africaine, nous pensons que Dieu, c'est le lointain.
c'est celui qui est éloigné. Nous avons la possibilité, par l'intermédiaire des dieux ou des ancêtres, c'est ça qu'on appelle aussi les dieux. Quand on dit les dieux, il s'agit des ancêtres. Donc les dieux peuvent nous donner l'occasion d'accéder au lointain. Le lointain vient à nous par l'intermédiaire des dieux. C'est pour cela que ces objets d'art ont cette dimension extraordinaire de la reminiscence du lointain. C'est le souvenir éloigné de cet être suprême. Il y a donc la nostalgie du grand autre. Le grand autre, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est celui qui est parti. C'est celui qui habite très, très loin. Et c'est Dieu, le grand autre. Donc, c'est encore une dimension exceptionnelle de ces objets d'art qui sont en même temps des objets cultuels. Il y a la 5e catégorie, qui est elle aussi importante. Je vais m'arrêter à 5 catégories, ensuite je reviendrai sur quelques points. Je ne vais pas être long. Voilà, donc je vais penser le modèle du silence. Merci. Le modèle du silence et du regard. Toujours dans ces objets d'art, voici la 5e catégorie. J'ai donc fait une herméneutique quinaire, c'est-à-dire en 5 parties. La 5e partie est majeure parce qu'elle consiste à lire l'œuvre d'art ou l'œuvre cultuelle par rapport au silence, parce que ce sont des entités silencieuses, et par rapport au regard, parce que ces entités ont un regard oblique, toujours vers le grand autre, le lointain. Ce sont des objets qui regardent au lointain, et lorsque vous les voyez là, ils sont à la fois présents et absents, parce que leur préoccupation, ce n'est pas tellement le monde, mais c'est de regarder au grand autre pour nous ramener les émanations du grand autre. Et c'est ça, cette affaire majeure de la dimension théologique, c'est la 5e catégorie, la dimension théologique de ces objets d'art. Ils sont à la fois présents, absents, avec un silence méditatif et un regard oblique tourné vers le grand autre. Je voudrais, après avoir défini les 5 catégories, sans lesquelles on n'entend pas grand-chose à ce qui vient de nous être restitué. Ce qui vient de nous être restitué, moi je viens de donner la restitution. Pour accéder à ces choses, il faut cette organisation quinaire en 5 parties qui nous permet d'entrer comme dans un sanctuaire. Lorsque nous les contemplons, nous savons que ces choses-là sont habitées par ces 5 attitudes, ces 5 catégories. Ce sont donc des objets qui, même lorsqu'il n'y a pas la dimension initiatique tout de suite, mais ce sont des objets de silence, des objets de regard sacré. C'est pourquoi c'est un événement, leur retour dans le continent africain, parce qu'ils ont été absents tout le long des siècles où ils étaient emprisonnés, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être entendus, de délivrer des messages, d'articuler leur être premier, leur ontologie. Cette souffrance doit cesser une fois que nous les accueillons, une fois que nous les recueillons. Il y a donc un événement, et cette acclamation, je ne pouvais ne pas la faire en dégageant, en orthographiant les 5 caractères, les 5 attributs fondamentaux qui les configurent. Ça, c'est le moment articulatoire de mon exposé. On me dit qu'il reste 5 minutes, donc je vais conclure avec quelques considérations. Il y a une façon de sculpter chez nous, de peindre. Je voudrais donner simplement, je les ai consignés
pour que chacun mesure à quel point ce patrimoine est riche. Je donne donc une typologie, c'est-à-dire une classification systématique des matériaux, les matériaux de ce patrimoine. Il y a d'abord la terre cuite. Donc on peint avec la terre cuite. Il y a le bois, il y a le cuir, le clou de laiton, il y a du velours de raffia, il y a des peaux et des cornes de bêtes, il y a des colliers, des coquillages, des cires d'abeilles, des fils de coton, des écorces, des lianes, de la paille, des plumes d'oiseaux, des fibres végétales, il y a des perles, il y a du plastique, de la céramique, des briques crues, de l'ivoire, des roches, du métal, du fer. Vous savez que la dot dans plusieurs pays africains, c'est avec des barres de fer. Oui. Il y a de l'or. Et on peut continuer pour voir la qualité exceptionnelle et naturaliste de ces objets, de ces matériaux à partir desquels nos sculpteurs se penchent sur cette richesse exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'ils peignent? Qu'est-ce qu'ils sculptent? Alors, c'est tout ce qui est, sans distinction. Tout ce qui est, que ce soit des instruments de musique, des meubles, instruments de cuisine, de chasse, de pêche, ils peignent tout ce qui est. C'est le réel lui-même qui est l'objet de la peinture. Voilà, vous avez vu le film de Mozart. Le diable rappelle Mozart à l'œuvre. Donc, je suis rappelé, pour finir mon œuvre extraordinaire, je suis rappelé. Je termine en remerciant les autorités, en commençant par le prince. Le prince, c'est la désignation comme Machiavel donne au chef de l'État. Je remercie le prince parce que, pas seulement le Congo, mais l'Afrique attend beaucoup de lui pendant ce mandat. Vous pouvez lui répercuter cela. Je parle à celui qui conseille le prince et qui est son oreille. Nous sommes venus avec la plus grande joie. Nous espérons aussi ne pas retourner sans voir Kamba, la ville sainte. Nos yeux ont envie de voir cela, la ville sainte. Et pour terminer, nous pourrions également aller du côté de notre maison naturelle, l'université. Otep. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. C'est le rôle du philosophe depuis les temps immémoriaux, c'est de jeter de la lumière sur des objets, sur des êtres, pour qu'on puisse y voir clairement. Merci pour tout. On n'a pas beaucoup de temps. Professeur Binambi, est-ce que vous pouvez venir rapidement là pour... Oui. Oui, on y va. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Binambi va nous parler, va faire un plaidoyer en faveur d'une stratégie de valorisation des biens culturels. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il est secrétaire général exécutif du Centre international sur les traditions et les langues africaines. Professeur. Merci beaucoup. Il a commencé à me prendre de mon temps. Je saurai le récupérer.
Mesdames et messieurs, c'est un bonheur réel que d'avoir à prendre la parole ici ce jour, à l'invitation fort appréciée de son Excellence, Monsieur le Président de la République de la RDC, Président de l'Union africaine. Notre colloque, c'est ce qu'il nous fallait. J'ai envie de dire, comme le poète, « Enfin Malherbe vint, enfin Antoine vint, enfin le président de l'Union africaine vint, et avec lui, l'année 2021, année des arts, patrimoine et culture, comme levier, n'est-ce pas, pour bâtir l'Afrique que nous voulons. » Beaucoup a été dit avant cette année. Beaucoup de thèmes ont été ceux de l'année année de l'Union africaine. Mais vous avez bien l'impression que, en tout cas nous avons le sentiment que ces thèmes-là tournaient comme dans le vide, faute de pouvoir s'enraciner. Et enfin 2020, enfin 2020, qui vint rappeler au monde, et particulièrement au monde d'Africains, peuplé par les Africains, d'ici comme de la diaspora, que l'Afrique est dans le monde, que l'Afrique est le monde, que l'Afrique est le centre du monde, comme elle fut l'origine du monde, et que l'Afrique est l'origine du monde. C'est cela le sens, me semble-t-il, du thème de cette année. Alors, quand on a dit cela, on a envie de dire beaucoup d'autres choses encore. Le temps nous est compté. Nous ferons donc l'économie de ce que nous aurions à dire, en espérant que les jours qui viennent nous donneront l'occasion de nous exprimer davantage et de manière encore plus précise sur l'un ou l'autre aspect de ces questions. J'aurais voulu singulièrement vous parler au cours de cet entretien du concept que nous avons lancé pour accompagner justement l'ouvrage du président, l'année du président de l'Union africaine, cette année singulière, au CERDOTOLA, qui est le Centre international sur les traditions et les langues africaines, basé à Yaoundé, dont nous avons la charge. L'année a commencé pour nous par le lancement d'un concept novateur, révolutionnaire. Ce concept, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est partie dans tous les sens, les plans quinquennaux, les programmes d'ajustement structurel, des programmes de développement économique, les stratégies de développement. Comment se fait-il qu'avec tout cela, jamais la perspective de développement de l'Afrique, surtout en son volet d'industrialisation, ne soit jamais qu'une image fugace derrière laquelle on court sans espoir de la rattraper. Il nous est donc revenu que le maillon manquant, c'était la faute pour l'Afrique et les politiques africaines de développement, d'avoir retrouvé leurs racines. On ne peut pas se développer, disait Kizerbo, en restant couché sur la natte d'autrui. Le jour où autrui vous retire sa natte, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Et c'est un peu ce qui est arrivé chaque fois. Un programme vous est proposé, et au bout du programme, dont vous n'êtes ni les concepteurs ni les évaluateurs, on vous retire même le bénéfice de ce que vous avez pu produire avec tous les sacrifices imposés à nos peuples, n'est-ce pas, dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes. Et c'est ainsi que l'Afrique, notamment l'Afrique post-indépendance, tourne en rond. Le plan d'action de Lagos, c'est un souvenir. Le plan de Monrovia, c'est un souvenir.
Et nous courons derrière l'agenda 2063 en espérant, parce qu'il faut être critique, n'est-ce pas, c'est pour la bonne cause, en espérant que l'Afrique de 2063 aura rattrapé une figure de l'Afrique telle que les autres l'ont voulu, au moment où précisément on partait de zéro pour 2063. C'est des fautes, ce sont là des fautes lourdes dans la mise en œuvre de la vision de l'Afrique, du développement de l'Afrique. C'est pour cela qu'avec un certain nombre de collègues, dont certains ici présents, nous avons dès 2015 envisagé de regarder le développement sous le prisme de la soutenabilité à partir des traditions africaines elles-mêmes, comme source d'ensemencement de notre devenir et de notre avenir au profit des peuples africains, à partir des savoirs, des savoir-faire, des connaissances, c'est-à-dire des patrimoines, n'est-ce pas, de l'ensemble des peuples africains et des communautés vivantes d'Afrique, à partir de leur vécu au quotidien, en sorte que ces grandes questions que l'on semble nous amener par experts interposés venus d'ailleurs, on les regarde sous le prisme de la réappropriation du destin de l'Afrique par les hommes et les femmes d'Afrique eux-mêmes, qui puissent donc reconstruire, n'est-ce pas, reconsidérer, n'est-ce pas, réconcilier l'Afrique avec ce qu'elle a toujours été et ce qui continue d'être à 90% sa raison d'être et ses moyens d'existence. Le professeur Mbouyamba évoquait fort opportunément, n'est-ce pas, la question de la Covid-19. Vous savez, nous avons au CERDOTOLA un programme spécifique sur les patrimoines, la santé patrimoniale des Africains. Souvenez-vous que les premiers hôpitaux dans le pays qui nous accueillent datent de la fin des années 20. Alors, entre le début de l'humanité, que rappelait le professeur Bilolo, et le début du XXe siècle, tous ceux qui ont été déportés, qui ont résisté aux affres des traitements inhumains qui leur ont été infligés et qui ont survécu à tout cela et ont produit encore et de l'humanité et de la culture et de la valeur partout où ils ont été transportés de par le monde. Comment ont-ils pu être soignés? Qui les a soignés? A-t-on attendu les hôpitaux du XXe siècle en Afrique pour qu'il y ait des systèmes de santé? Une question formidable se pose là. Et c'est une question aux savants africains et une interpellation pour que l'on sorte du carcan de la confiscation de l'esprit et du cerveau africain afin de libérer les énergies créatrices. C'est cela, me semble-t-il, on peut le redupliquer sur 1001 aspects et 1001 compartiments de la vie africaine. On s'apercevra que partout où il y a eu des hommes et des femmes d'Afrique, il y a eu de la culture, il y a eu du génie, il y a eu de l'énergie, il y a eu de la créativité et il y a eu du sens. Allez donc à la quête de sens en tournant le dos au sens primordial qui est le nôtre, qu'évoquait fort opportunément le professeur Biogo. C'est tout simplement aller à sa propre perte ou confirmer le carcan dans lequel l'Afrique de Berlin a été enfermée. Et nous disons au CERDOTOLA qu'il est temps de déberliniser l'Afrique. Déberliniser l'Afrique en passant par-dessus ces frontières carcans héritées de la colonisation, sans pour autant remettre en cause, n'est-ce pas, les exigences de la gouvernance qui nous est proposée, dans le sens de la sécurisation des populations et de leurs biens, mais passer par-dessus ces frontières factices, arbitraires, pour reconstruire, n'est-ce pas, les passerelles que nous offre la culture antérieure, précoloniale, n'est-ce pas, qui a été la culture des empires, il n'est pas là, qui a été la culture de la convivialité vécue, vraiment partagée, on se répète un peu, mais tout cela fait que
nous sommes convoqués. Cette année 2020-2021 nous convoque. Et ce que nous aurons vécu comme frustration avec les éléments imposés, les restrictions imposées par la COVID-19 font en sorte que nous devons nous regarder à nous-mêmes et c'est à partir de nous-mêmes que tout peut se résoudre et que l'Afrique peut sauver le monde, pas seulement sauver l'Afrique. L'industrialisation de l'Afrique, nous avons donc dit, c'est l'Afrique qui s'industrialise par ses traditions. C'est l'Afrique qui industrialise ses traditions. Industrialiser l'Afrique par ses traditions et industrialiser les traditions africaines compose le cocktail qui va être révélateur du génie créateur africain, qui va décomplexer l'homme africain et qui va donner les forces et les éléments nouveaux pour bâtir les nouvelles échelles, les nouveaux horizons de la compétitivité, n'est-ce pas, dans le système monde, le système global, où l'Afrique ne va pas simplement être le tube digestif de ce que les autres ont produit, mais le producteur de ce qui va inonder et enrichir le tube digestif de l'ensemble de l'humanité. Voilà un peu ce qui justifie ce concept d'industrialisation. Et j'ai évidemment fait annoncer ici, pour les besoins de la cause, un plaidoyer en faveur d'une stratégie africaine de valorisation des biens culturels africains. Nous soulignons dans ce papier que je remettrai, je ne sais pas s'il y aura des actes, n'est-ce pas, nous soulignons l'urgence, le rôle de l'éducation de masse et de la sensibilisation, mobilisation sociale, parce que les biens peuvent être de retour. Ils auront le même traitement que les biens qui sont partis. Si les hommes ne sont pas éduqués, si les hommes ne sont pas outillés, si nous n'avons pas su infrastructurer, non pas seulement par le mimétisme de la reproduction de ce que les autres ont fait chez eux pour accueillir nos œuvres d'art et s'enrichir là-dessus, mais imaginer de nouveaux possibles, de nouveaux espaces d'expression pour ces œuvres qui rentrent, mais pour surtout organiser les rencontres nécessaires pour que la vie de tous les jours ne fasse pas une place à part à ces œuvres-là, mais que ce soit l'occasion de réintégrer les connaissances d'hier, les savoirs et les savoir-faire, les symboles remis en perspective, la spiritualité confisquée et relibérée, de mettre tout cela en mouvement avec toutes les communautés, avec tous les peuples, en sorte que l'Afrique gagne et que les Africains se sentent chacun concerné au quotidien par les productions artistiques, les productions culturelles, les productions intellectuelles qui viennent d'Afrique pour une Afrique décomplexée et un homme africain fier de sa tradition africaine. Je vous remercie. Merci, professeur. Vous avez terminé par où nous allons continuer. Vous m'avez pris mes téléphones. Ils sont là. Merci beaucoup. Merci. Oui. Oui. Donc, vous avez terminé par l'éducation des masses. On va rapidement donner la parole au professeur Clémentine Nzouzi pour nous parler de cette éducation, elle qui a travaillé sur la culture pendant, il m'a dit 53 ans. Et qu'elle a enseigné ça partout dans toutes les universités du monde. Et donc, elle a le droit d'avoir une parole autorisée. Oui, bonjour tout le monde. Je commence par remercier tous ceux qui sont passés avant moi, parce qu'avec chacun, j'ai appris quelque chose. Et je remercie aussi ceux qui m'ont invité. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas avec ça que je suis venue. Je suis venue avec une autre communication. Mais je trouve tellement important quelques mots que je vais vous dire, parce que c'est en rapport avec la restitution, le retour des objets, tous les termes que vous allez utiliser par rapport à ces objets. Parce qu'il y a deux questions que je me pose. Je dis, c'est bien, nous allons récupérer nos objets,
il n'y a pas à discuter. J'ai participé de tous les combats pour récupérer en Belgique. Personne ne sait le travail que je fais. Je ne fais pas toujours comme notre ami Billy Kalonji de manière ouverte, mais moi je suis dans une autre catégorie, donc je fais à mon niveau. Mais seulement, je dis, une fois qu'on va récupérer nos objets, je me pose une seule question. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que il y a en mai et en juin, j'ai été envoyée ici en consultation pour étudier par une organisation internationale qui s'appelle OSISA, pour étudier, faire l'état des lieux du système éducatif congolais. Mais j'ai constaté une situation lamentable quant à nos cultures traditionnelles. Parce que moi, je mets tout ensemble. J'étudie les objets sacrés et j'étudie la pensée, le comportement et les langues. À l'origine, je suis linguiste, j'étudie tout ça. Donc, je vois que la chose la plus importante, c'est la transmission de ces cultures. Et pour transmettre, c'est à l'école, l'unique lieu qui est capable de transmettre dans une structure durable, c'est l'école. Et l'école, c'est à partir des maternelles. J'ai une expérience internationale, j'enseigne toujours dans des pays étrangers, et je vois que les pays où l'enfant est mis au centre de sa culture, où on commence à lui dire qui il est avant de s'intéresser. Vous voyez le cercle concentrique, l'enfant est au centre, on lui dit qui tu es, qui sont tes parents, qui sont tes voisins, qui sont les personnes qui sont de l'autre côté de la route. On les situe dans sa culture. Parce qu'on va lui demander, dans la famille, qui sont les personnes de ta famille? L'enfant va dire, l'enfant africain, en venant au monde, il trouve une maison déjà pleine. Il y a les parents, mais il y a un cousin aîné et que le petit va appeler toutou, grand frère, alors que ce n'est pas, pas de ses parents. Mais cet enfant, depuis sa naissance, il va être habitué à se forger une vision du monde qui est conforme à une culture donnée. Cette personne-là occupe tel rang dans la généalogie, je dois l'appeler comme ça, je dois avoir tel comportement à son égard. Mais mes frères, vous savez, c'est ça l'éducation. Il n'y a rien d'autre qui va se faire avec nos objets si on ne commence pas à éduquer nos enfants à aimer ces objets. La première chose, c'est s'aimer soi-même et aimer ces objets. Un enfant occidental, vous allez dans un musée avec, il apprécie Joconde, il va vous apprendre quelque chose sur Renoir ou sur n'importe quel peintre. Mais l'enfant africain va avoir peur de nos objets parce qu'on montre que l'aspect négatif. Et l'unique lieu où on peut donner l'amour de ces objets pour que plus tard on ait des chercheurs, surtout les responsables de l'éducation, responsables dans le sens où ils vont financer les recherches qui vont nous permettre de connaître nos cultures. Nous parlons de nos cultures, de nos objets, mais je doute qu'il y ait quelqu'un ici qui sait nous expliquer un objet dans sa totalité avec les fonctions sociales, avec le lien avec les autres aspects culturels. Vous savez, un objet, il a des inscriptions qui sont un proverbe, il a des inscriptions qui rappellent un mythe, il a des inscriptions qui rappellent un récit de guerre, mais sur un objet. Et ça, ce n'est pas une science infuse. On apprend aux enfants à faire la lecture des éléments de leur culture. Et ça, c'est en même temps leur donner l'amour pour qu'ils puissent apprécier ces objets, pour qu'ils puissent, une fois s'ils travaillent dans un musée, qu'ils ne vendent pas ces objets et qu'ils n'aient pas peur.
Et là, je voudrais attirer votre attention. Étudier ces objets, c'est se mettre au rang des sciences du monde, de l'évolution du monde. Je continue à étudier. Moi, je suis toujours étudiante éternelle. Je me suis inscrite dans un programme qui étudie les neurosciences. Parce que c'est l'état de l'évolution des sciences aujourd'hui. On a fait beaucoup de travail scientifique pour découvrir le fonctionnement du cerveau et on a trouvé des choses extraordinaires. Et par l'évolution de l'enfant, on voit que c'est depuis le sein maternel que nous sommes influencés par des éléments de notre culture, de notre environnement immédiat. Mais l'enfant africain n'aime pas ces objets. L'enfant africain a peur de ces objets. Et comment voulez-vous qu'on défende les objets que vous voulez récupérer? Et ça sera pour qui? Et puis, qui va étudier le contenu? Vous laissez mourir tous vos vieux qui connaissent les traditions, qui savent expliquer ces objets dans leur vérité. Maintenant, un Africain qui veut faire plaisir aux Occidentaux va dire « oui, mon grand-père », tout le monde a un grand-père qui lui a raconté ceci ou cela. Il y a plein de fausses choses. Ce n'est pas ça. Il faut étudier à la lumière des sciences. Et à la lumière des sciences, c'est dire, par exemple, pourquoi un Africain, devant un objet de ses ancêtres, il a peur. Il dit « ah, j'ai peur ». Peur de quoi? Qu'est-ce qui lui fait peur? On peut entrer dans cette démarche psychologique, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est une science qui appartient à tout le monde. Donc, si on entre dans sa mentalité pour chercher pourquoi il a peur, on va trouver qu'en biologie, on a découvert que nous gardons en nous les traces de tous ceux qui nous ont précédés. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont les peurs de nos ancêtres qui descendent d'une génération à l'autre, qui font qu'il y a des gens qui travaillent dans des musées, ça j'ai des preuves, qui vendent des objets pour les éloigner, et parce qu'ils ont peur de travailler dans un environnement diabolique parce que nous-mêmes, nous les présentons comme diaboliques. C'est pour cela que je me dis, je vais dire un mot sur l'importance de l'éducation. N'allons pas tous nous obnubiler sur la restitution. Personne ne met ça en doute. Nous sommes tous pour. Mais il faut toujours se poser la question de la chronologie. La chronologie des choses ne signifie pas faire une chose et puis l'autre. Ça peut être faire deux choses en même temps. Pendant qu'on lutte pour faire venir les objets, la lutte est honorable, mais qu'on forme des enseignants qui vont former d'autres enseignants pour introduire ces éléments dans les écoles. Et je termine par vous dire que quand on m'a envoyé ici en juin, donc pour faire l'état de lieu, vous savez, il y a le programme de primaire et secondaire est gros comme ça. J'ai lu chaque page. Il n'y a aucune matière consacrée aux cultures traditionnelles d'Afrique. Vous imaginez ça, aucune matière. Alors qu'à chaque page, nous avons des cours de français, des cours de géographie. Et ça fait 30 ans que je réclame qu'on introduise ces matières dans le programme scolaire depuis les maternelles et qu'on puisse, comme ça, mais chaque gouvernement est passé sans tenir compte de ça. Bon, c'est malheureux à dire, mais c'est un combat que je mène et je voudrais qu'on pense déjà maintenant à ce qu'on va faire de ces objets. Parce que sinon, ça sera « ah, ils sont dans la cave ». Moi, je connais très bien le musée ici. Je connais le musée de Montgaliéman. Ils sont dans la cave. Voilà, je voulais seulement vous dire ça. Merci. Et voilà une interpellation. Ah bon? J'ai entendu comme si... Oui, c'est une grande interpellation, aussi bien pour les scientifiques, les organisateurs, les politiques. Et je crois que nous avons retenu que faire revenir des objets qui sont restés là-bas des siècles et des siècles et les garder dans des malles, c'est encore pire que
qu'on aurait mieux fait de les laisser là-bas parce que là-bas, ils sont mieux gardés. Donc, nous allons tous prendre des dispositions idoines, c'est-à-dire concevoir, comme on est en train de concevoir les nouveaux curricula pour les universités, faire aussi de l'introduction de ces matières dans nos programmes des enseignements primaires et secondaires. Et donc, je pense que nous sommes près à la fin de cette table ronde, mais on va quand même me donner la parole à... Vous voulez, monsieur? Vous vouliez... Non, non, il y a monsieur de... Moi, Zoulou, tu voulais parler? Je crois que oui, nous sommes vers la fin. Il peut prendre quelques minutes qui nous restent encore. Je sais, mais on a pensé que les jeunes avaient quelque chose à dire, mais les travaux continuent. Monsieur, pas de longs discours, vous n'aurez pas le temps. Ok. Allez. Vous restez calme là. Mesdames et messieurs, distingués invités, frères et sœurs, chers compatriotes, recevez nos salutations fraternelles et patriotiques les plus vivantes. Nos salutations à tout notre peuple éparpillé aujourd'hui dans les 4 coins de la planète. Je suis moi Zoulou Diabanza, porte-parole d'une organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage. Et nous sommes ici, je parlerai au nom de toutes les structures et le mouvement, justement, qui sur la place parisienne, en Europe et partout, se sont battus pour cette question de la restitution. Chacune de mes sœurs et frères pourra donner son nom, et puis je continue. Mireille Tcheoussi Robert de la Belgique. Anne-Wetine Pomar, aussi de Belgique. Claïma Maungu de la Belgique. Christelle Pananzila de Belgique. Et Dido Lakama de la Belgique aussi. Du haut de cette tribune, sur la terre lumineuse du Congo, cette terre sacrée de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos parents, de nos enfants, en résumé, notre terre. Pour ces colloques scientifiques internationaux, dans la tradition de nos ancêtres du Congo profond, cela s'est dit le Kimazau, qui voudrait dire la science divine, dont la vocation est de conquérir le cœur éploré de l'Afrique et du Congo, le cœur meurtri et blessé, le cœur soumis du Congo, car la science divine est capable de faire ce que la science humaine ne peut, comme vaincre la rancœur et l'esprit de la vengeance. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage au vénérable Mpanzu, lui qui incarne cette science divine dont la vocation est de conquérir, aller à la conquête. Et c'est pour vous dire que nous sommes ici pour conquérir. Conquérir le cœur de ceux qui sont réfractaires à la renaissance de l'Afrique et à la réappropriation ainsi qu'à la restitution de notre patrimoine et héritage culturel. Gloire et honneur à ces vaillants et méritants ancêtres qui, avant nous, ont lutté pour préserver notre âme, notre identité vraie, en un mot, notre civilisation. Ces dignes fils et filles d'Afrique ont refusé la soumission et la perte de notre profonde identité et âme sacrée, tous victimes des machinations colonialistes et impérialistes ainsi qu'esclavagistes, et qui ont su tôt que sans la colonne vertébrale et la racine culturelle, un peuple n'est rien. Je rends hommage à Nevita Yankanga, roi des Congo. Je rends hommage à Nzinga Vemba, apôtre de l'Afrique. Je rends hommage à Kimpavita. Je rends un vibrant et appuyé hommage à Simon Kimbangu, symbole vivant de la lutte pour l'émancipation de la race noire. Je rends hommage au roi Béanzin du Dahomey. Je rends hommage à Chaka Zulu et je voudrais rendre un hommage à Mbutamuntu Joseph Kasavubu, qualifié par son éminence le cardinal Maloula comme le premier batteur du tam-tam pour l'indépendance inconditionnelle et immédiate du Congo.
ce qui a sonné l'éveil et le rassemblement du peuple africain du Congo. Gloire et honneur à Patrice Emery Lumumba, cet héros plurinational qui, le 30 juin 1960, a posé les bases de la diplomatie active, en plaçant la dignité collective du peuple noir et les intérêts stratégiques du Congo et de l'Afrique au-dessus de toute exigence et artifice protocolaire. Ainsi, le 12 juin 2020, au musée du Quai Branly à Paris, ensuite de Tervuren, d'Anvers, de Bergendal aux Pays-Bas, de Marseille, nous avons déclenché la diplomatie active comme méthode pacifique et digne du combat pour la restitution du patrimoine spolié et enfermé dans les prisons muséales occidentales. Qui sommes-nous? Nous sommes des activistes de la diaspora de l'Afrique et de partout qui ont réussi à mettre dans l'agenda politique et médiatique la question de la restitution du patrimoine africain. Nous sommes cette jeunesse dépositaire de notre héritage commun. Nous exigeons que dans toutes les étapes de ces combats, dans la conception des projets, dans la discussion avec l'Occident, dans la délibération et la prise de décision, que notre jeunesse y soit associée et impliquée pleinement. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, représentants du chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, la restitution du patrimoine africain n'est pas un acte de charité de la Belgique, de la France ou de l'Occident. C'est un droit inaliénable, reconnu à chaque peuple. C'est droit à l'autodétermination. C'est lui de chaque peuple de disposer de lui-même et en toute évidence de disposer de ses richesses, dont notre richesse culturelle. C'est aussi notre droit d'avoir accès à notre héritage culturel et cultuel. C'est pourquoi, au nom de toute la jeunesse, digne, courageuse, unie et consciente de l'Afrique, des Caraïbes, des Antilles, je m'écarte du discours mou et parfois tremblant du président Tshisekedi, je cite, « Je remercie la Belgique d'avoir gardé et conservé nos œuvres. Notre jeunesse panafricaine, nous condamnons fermement les viols, le recel et des actes de prévarication de la Belgique et ses semblables pour s'être accaparés de notre patrimoine. Monsieur le conseiller du chef de l'État, Madame la ministre de la Culture, en vos qualités et fonctions respectives, vous n'ignorez pas que derrière chaque œuvre pillée et volée, c'est des villages entiers qui ont disparu. Des peuples, des cultures qui ont disparu à jamais. Des femmes violées, éventrées. Des enfants, hommes et vieux décapités. Des résistants brûlés vifs. Vous n'êtes sans ignorer que les musées occidentaux sont des prisons d'où sont enfermées nos énergies. Les fruits de notre propriété intellectuelle. En tout cas, les efforts de nos ancêtres. La plupart de ces œuvres ont vu leur dignité et sacralité bafouées. Exposés à tout vu, déshabillés de leur manteau d'intimité sacrée. Nous n'avons ni à remercier ni à applaudir la Belgique, la France, les États-Unis, la Hollande pour leur acte de prévarication et de pillage. La restitution du patrimoine africain ne peut avoir lieu sans la réparation. Nous parlons ici des réparations historiques. La réhabilitation de la vérité historique, d'où les nations occidentales et européennes diront en fait et geste ce qui s'est réellement passé. Pour déclencher la réconciliation avec nous-mêmes et notre passé et susciter ainsi l'intérêt de notre jeunesse, leur curiosité et amour de notre patrimoine culturel et en particulier de nos œuvres et entités. Nous parlons aussi des réparations juridico-judiciaires, des réparations financières. Nous voulons être associés à la cogestion de ce qui adviendra si nos œuvres restaient par exemple à Tervuren ou d'ici et là. Comment cet argent sera géré? Le fruit de l'intelligence de nos ancêtres. Nous voulons y être associés pleinement. Nous parlons aussi
de cette réparation financière, afin que toute la manne financière amassée durant les expositions, les exhibitions de nos œuvres nous soit reversée. Ainsi, les prévaricateurs paiera de ces actes ignobles. Cette restitution doit tenir compte de la réintégration de ces œuvres dans notre quotidien, dans nos espaces publics, de nos vies communes et dans nos structures sociétales. C'est pourquoi nous travaillons ainsi. C'est ainsi que j'appelle à la fois à la consolidation d'un front multiculturel anti-spoliation pour donner un coup d'arrêt à la spoliation de notre patrimoine de peuple. Cet appel est lancé aux peuples déshérités de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, des Amériques, de l'Australie, mais aussi aux clans, aux tribus, aux peuples, familles, dynasties royales, déshérités de leur patrimoine culturel, spirituel et historique. Je lance aussi cet appel à tout le mouvement panafricain, à tous les acteurs culturels, aux associations, pour qu'ensemble nous menons ces combats de la préservation, la réhabilitation de nos cultures, afin de redorer les blasons ternis et pour mener à bon ces combats de la restitution inconditionnelle et immédiate de notre patrimoine et héritage culturel. Mes frères et sœurs, mes très chers compatriotes, peuples du Congo, d'Afrique, des Caraïbes et peuples noirs, comme notre méthode pacifique est digne du combat pour la restitution du patrimoine spolié enfermé dans les prisons muséales occidentales, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, représentants de chefs de l'État, je voudrais vous dire que la boussole aujourd'hui qui conduit notre combat est simple et claire, et vous devez partager cette boussole aussi avec nous. On ne demande pas la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Je vous salue, unité, dignité, courage. Merci. Comme disait tout à l'heure mon prédécesseur, la jeunesse, c'est l'énergie. Donc, je vais demander à monsieur le membre du comité organisateur de venir donner un dernier mot, parce qu'on ne doit pas s'éterniser. Les travaux ont encore quelques jours, vont durer demain, après-demain, donc il faut qu'on arrête. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je commence par remercier son Excellence, monsieur le conseiller principal, le représentant personnel du chef de l'État, monsieur le représentant de madame la ministre, monsieur le directeur de cabinet, ainsi que les officiels ici présents. À nos invités privilégiés, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Étant donné que le temps qui nous a été imparti aujourd'hui touche à sa fin, nous remercions chacun et chacune de vous d'avoir rehaussé à cette séance d'ouverture et à cette plénière des approches. Vous avez suivi les uns et les autres. Je crois que demain, nous serons en cours ici à partir de 9 h. Les travaux vont continuer pour que d'ici samedi, comme notre colloque a été initialement prévu, puisse se terminer également avec la déclaration de Kinshasa et avec la présence de l'autorité qui va représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je remercie aussi, et je présente les 2 directrices de musées qui sont venues en retard, mais qui ont représenté les provinces. Il y a Madame Yolène, voilà. Elle est directrice du musée de Tanganyika. Elle a quitté Tanganyika pour de Kolwezi, je m'en excuse, pour être présente dans ce colloque scientifique international. Nous te remercions, madame. Nous avons aussi madame Aline Mwamba, directrice du musée de Kalemi. Voilà. Elle a quitté aussi pour être ici avec nous
pour représenter effectivement sa province dans ses assises. Tout en remerciant chacun et chacune de vous, on déclare clos les débats d'aujourd'hui. Oui, c'est le directeur général qui pourra... Oui, nous suspendons en attendant que le directeur général vienne, en les remerciant aussi pour l'hospitalité, ainsi que tout ce qu'il a eu à faire pour que ces assises commencent ici. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Normalement, je ne devrais pas parler, mais on m'a donné la parole. Je serai très bref. Je suis très content d'avoir les Africains à Kinshasa. Ça me rappelle le discours de Lumumba en 1960. Quand il a parlé à tous les Africains, l'avenir de l'Afrique se joue au Congo. Mais curieusement, beaucoup de Congolais ne sont pas conscients. Donc c'est une occasion qu'on reparte. Sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Que tout le monde soit conscient. Le développement de l'Afrique, la puissance de l'Afrique partira du Congo. Le Congo aux Africains. Et que tout Africain travaille pour le Congo. C'est une chance exceptionnelle, peut-être, l'histoire nous dira. Avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas d'hasard chez nos villages. Il n'y a pas d'hasard. Peut-être après 50 ans, on dira peut-être que c'était un destin. Que le Congo redémarre, que l'Afrique soit debout pour qu'on commence à nous faire respecter dans ce monde en pleine imitation, où les valeurs de civilisation vont s'imposer. Ceux qui ne vont pas s'organiser payeront très cher. En tout cas, au nom de la RTNC, je tiens beaucoup à vous remercier et nous allons continuer demain. Je vous remercie. Africa!